Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir à tous, dépendamment de la zone où vous vous trouvez. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans le cadre de ce webinaire. Euh, J'espère que vous m'entendez. N'hésitez pas à laisser un mot dans le chat pour nous faire savoir si vous nous recevez bien à votre niveau. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire donc consacré au renforcement du leadership des femmes dans les services financiers en Afrique francophone, organisé par FinEquity Africa. Je suis Ariane Kouassi, spécialiste en inclusion financière numérique au SIGA et basée en Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir et la très belle responsabilité de modérer notre session d'aujourd'hui pour la communauté FinEquity Africa francophone. Et c'est une réelle opportunité d'échange, d'action collective, donc pour faire avancer l'équité de genre dans le secteur financier. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer l'état actuel du leadership féminin dans les services financiers. Nous identifierons ensemble les progrès réalisés, mais également les défis persistants et les freins systémiques que regorge ce secteur-là. Nous discuterons bien évidemment de l'importance des données ventilées par sexe comme levier de transformation et surtout, nous partagerons des expériences concrètes entre pays, entre institutions et pourquoi pas entre régulateurs. Alors, nous espérons que ce webinaire contribuera à renforcer notre communauté francophone et à faire émerger des recommandations concrètes pour l'action politique et institutionnelle. Et donc, avant de commencer, un petit mot sur l'interactivité. Comme je le disais dans TAM, n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet chat pour commenter, pour partager vos impressions, vos réactions. Et donc, pour ouvrir cette session, nous allons débuter avec une intervention de Tariro Nyomu. J'espère que je prononce bien. Tariro, qui est facilitatrice régionale pour la zone Afrique de FinEquity Africa. Elle nous présentera la communauté FinEquity Africa et ses objectifs. Et juste pour précision, bien que le webinaire soit francophone, Tariro interviendra en anglais, mais pas d'inquiétude à se faire, vu que toutes les ressources et informations clés évoquées seront partagées en français dans le chat tout au long de son intervention. Tariro, over to you. Okay, je m'appelle. My name is Tyra Nyumo, and I'm the FinEquity Africa facilitator. I will resume in English, excusez-moi. Just a few minutes to introduce FinEquity Africa. FinEquity is a community of practice that's convened by CGAP. And its mandate is to accelerate women's economic empowerment through women's financial inclusion. And we're so happy that we're going to have this convening around the Francophone Africa, which we're trying to grow. So FinEquity Global consists of two chapters, the Latin America and Caribbean, which is ALC, and the newest chapter, which is Africa. And the global, FinEquity Global, reaches 9,000 participants, including financial services providers, researchers, regulators, donors, and practitioners. And within FinEquity Africa, we have over 2,000 members growing. Now, the thematic areas which come from the community itself that we've been discussing on, but these are dynamic thematic areas which we have knowledge guides for. This includes gender diversity and leadership, which is the convening for this webinar that we have. We have gender disaggregated data, and then we have gender intentional product design. So these thematic areas are always under review.
and we always seek to get that engagement from our community. Within FinEquity Africa itself, it has knowledge partners. These are partnerships that we have within the ecosystem that will help us grow or help us achieve that knowledge sharing, that knowledge exchange. This includes Digital Frontiers Institute. I am head of stakeholder engagement and fundraising at Digital Frontiers. So it's one of the partners for FinEquity Africa. And there is Grusha Marshall Trust. You'll see that within the participants or the panelists, we have people who have convened with Grusha Marshall Trust in the New Faces, New Voices network. And then we have FSD Network. FSD Network works across the African market, strengthening market systems, and also within a financial inclusion angle. So it's one of the knowledge partners for FinEquity Africa. We're excited to convene in French. Excuse me again about my English, but it's such an opportunity to have this conversation around Francophone Africa. I'll hand over again to Ariane. Thank you, Tariro. Merci beaucoup, Tariro, pour cette présentation donc, qui nous permet de nous familiariser davantage sur les missions de FinEquity Africa, qui est une communauté de pratiques sur tout ce qui touche à l'inclusion financière, aux services financiers et assimilés. Nous entrons maintenant dans le premier temps fort de ce webinaire, donc consacré au leadership des femmes dans les services financiers. Et donc, pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre premier panel deux professionnels chevronnés qui œuvrent au quotidien pour renforcer l'inclusion et l'impact des femmes dans notre secteur. La première est Edwige Takassi, qui est directrice générale de Wi-Fi Africa Consulting. Elle est basée en République démocratique du Congo. Et la seconde qui nous fait l'honneur de prendre part à cette séance de discussion est Chantal Ndiaye, chef de division Corporate Payment, chargée des ONG de l'État chez Mix by IAS, basé au Sénégal. Edwige. Merci beaucoup, Ariane. Oui, merci pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton organisation et ta Oui, suite? très bien, exact. Alors, je suis Edwige Takassi, je suis basée en RDC à Kinshasa et je dirige un cabinet qui s'appelle Women in Financial Inclusion Africa Consulting, Wi-Fi Africa. Dont le cœur de métier, c'est justement la finance inclusive avec un volet particulier sur le genre et le management. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même travaillé longtemps dans le secteur financier, à la tête d'une institution de microfinance au Ghana, puis en RDC dans le management d'une banque. Et donc, ce thème est particulièrement cher à mon cœur parce que justement, on fait le lien entre la présence des femmes dans le management des institutions financières et la capacité de ces institutions à adresser les besoins spécifiques des femmes. Donc, je suis très contente d'être ici et je suis très contente d'être aussi bien entourée également. Merci. Merci Edwige. Et donc, à ta suite, Chantal, pour nous dire quelques petits mots sur Mix by IAS et un tour d'horizon sur son expérience également. Voilà, bonjour à tous. Donc, c'est Rama Chantal Ndiaye. Donc, je suis chef de division chargée du corporate payment pour les ONG et l'État. Donc, MixBias est un émetteur de monnaie électronique basé au Sénégal. Donc, on existe depuis 2014. Donc, on fait tout ce qui est transfert d'argent, paiement, bulk payment, collect, donc tous les services financiers. Donc, par rapport à ce panel aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que quand on parle d'inclusion financière, le genre intervient forcément. Donc, tout le temps, par rapport à mon cursus, par rapport à mon expérience
et mon travail de tous les jours. J'essaie tout le temps, par exemple, par rapport aux produits, aux services qu'on propose, d'essayer de voir comment l'accès sur le genre. Donc, cette thématique me tient à cœur et je crois qu'on pourra en parler plus amplement au cours du panel. Merci. Merci beaucoup, Rama Chantal. Alors, donc, comme on le disait tantôt, c'était un sujet aujourd'hui qui nous réunit et qui revêt une importance capitale. Et donc, Edwige, en tant que professionnelle donc aguerrie dans le secteur financier, comment est-ce que tu perçois aujourd'hui la place des femmes dans les postes de leadership en Afrique francophone? Alors, la présence des femmes dans les postes de décision dans les institutions financières, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, commence à être discuté à plus haut niveau, notamment au niveau des régulateurs en fonction des pays. Je pense qu'on peut passer au slide suivant pour regarder un peu plus en détail. Euh, on va d'abord regarder de manière globale en termes d'inclusion financière des femmes la situation actuelle dans les pays francophones comparée aux pays anglophones. Can we move to the next slide? Alors, sur ce graphe, on va commencer par le côté client, hein, le gap de genre dans l'inclusion financière. Ce qui est intéressant dans ce gap, c'est qu'on voit la situation des comptes bancaires pour les femmes et pour les hommes. Les piliers plus foncés, ce sont les femmes, les piliers turquoise, ce sont les hommes. Et on voit que les pays où il y a des flèches rouges, ce sont des pays francophones. De manière générale, on voit que de manière assez systématique, les femmes sont en dessous en termes d'accès aux comptes bancaires. Plus particulièrement les pays francophones qui sont mis en avant ici, ce sont le Bénin, le Burkina, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Togo. Bien sûr, d'un pays à l'autre, les choses changent, mais ce qui est très intéressant particulièrement, c'est que quand on regarde quelques pays anglophones mis en avant ici avec les cercles verts, le Kenya, île Maurice, Afrique du Sud et Ouganda, on voit qu'en moyenne, ces pays-là sont un cran au-dessus des pays francophones. Et de manière assez systématique, notamment pour l'île Maurice, l'Afrique du Sud et l'Ouganda, le gap est assez euh, est assez faible en fait. C'est-à-dire que les femmes sont presque au même niveau que la moyenne globale nationale. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au niveau des pays francophones qui fait que l'inclusion financière semble en retard? De manière générale, ce qu'on constate, c'est que les systèmes financiers, de manière générale, sont souvent plus matures dans pas mal de pays anglophones où les banques et institutions de microfinance ont déjà fait un plus gros travail d'avancée en termes d'inclusion financière. Ça, c'est un aspect. Mais il ne faut pas oublier non plus l'aspect des services financiers numériques où on voit que l'accès et l'utilisation du mobile money dans les pays anglophones est souvent beaucoup plus élevé. Donc ça explique en partie le fait que les pays francophones soient un peu derrière les pays anglophones. Néanmoins, au fur et à mesure, on constate qu'il y a des avancées se font. Les avancées se font de manière générale. Néanmoins, on constate encore un gap vis-à-vis des femmes. Donc, c'est tout l'intérêt de la discussion d'aujourd'hui est là. Si on va au niveau du slide suivant, next slide, on pourra aussi voir que lorsqu'on regarde toujours du point de vue des femmes, mais au niveau des aspects de l'accès au crédit des entreprises féminines, il y a aussi beaucoup à faire. Je vais donner la parole à Chantal pour qu'elle nous donne un peu quelques éléments aussi. Là aussi, on voit plusieurs pays, des pays anglophones et des pays francophones. Et on essaye de regarder où les femmes se situent en termes d'accès aux services financiers lorsqu'elles ont des activités et qu'elles sont des PME. Chantal? Voilà, effectivement, comme tu l'as si bien dit, Edwige, les femmes sont très en retard dans... If- Can we go back? Voilà, Yes, merci. thank you. Donc, comme tu l'as dit, si bien dit, en fait, Edwige, effectivement, je crois que la RDC et le Sénégal, on a quasiment les mêmes statistiques.
Donc, il y a un retard effectivement par rapport aux femmes. Si on compare, par exemple, le ratio des femmes par rapport aux hommes, les femmes sont à 32% qui ont un compte bancaire. Et d'ailleurs, si on le Brexit, il y en a un pourcentage, par exemple, on est à 59%, par exemple, qui connaissent par exemple les principes bancaires. Il y en a qui connaissent par exemple tout ce qui est chéquier. Il y en a par exemple, on peut dire par exemple qu'il y a 60% par exemple que eux qui par exemple connaissent tout ce qui est transfert d'argent et peut-être 40% qui sont dans l'épargne. Donc effectivement, le gap, il est énorme. Et donc si on dit par exemple que ces femmes-là, si elles ne connaissent pas par exemple tout ce qui est produits bancaires, c'est clair que ces femmes-là, effectivement, tout ce qui est structuration pour créer, par exemple, tout ce qui est entrepreneuriat, donc PME, PMI, elles pourront pas effectivement se glisser sous cette couche-là parce qu'elles ne s'y connaissent pas. Donc, il y a énormément de choses à faire par rapport aux femmes, dépendant bien sûr de, quand on parle en fait d'éducation financière, c'est de là où après le volet inclusion financière aussi rentre en jeu. Merci. Merci beaucoup, Chantal. We can go to the next slide. Donc, voilà un peu le contexte. Maintenant, le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est de faire aussi le lien avec le niveau de représentativité des femmes dans les postes de décision dans le secteur financier. Alors, lorsqu'on regarde ces chiffres, donc du côté interne des institutions financières, et qu'on zoome sur nos deux pays, la RDC et le Sénégal, on constate des statistiques assez similaires. C'est que les institutions financières ont des différents niveaux d'aptitude, on va dire, par rapport à l'aspect de parité. Et on constate notamment que seuls 25% des institutions financières ont une politique genre à part entière. Néanmoins, 45% d'entre elles ont des produits et programmes dédiés aux femmes. Alors, ces produits et programmes dédiés aux femmes, est-ce que ce sont des produits qui sont adaptés aux besoins des femmes selon leur segmentation et leur catégorie? Ça, c'est un autre débat à part entière, mais au moins, on constate que, il y a un début de prise de conscience pour une grande partie des institutions financières qui mettent en avant des aspects spécifiques, soit des produits à part entière différents, soit une offre un peu adaptée par rapport à ce qu'elles ont pu constater sur les besoins du marché. Alors, ce gap entre l'existence d'une politique genre à part entière et des produits spécifiques, c'est aussi la question de à quel niveau de maturité les institutions financières sont elles-mêmes dans le débat concernant le genre. Parce qu'une politique à part entière, ça veut dire un document qui est présent dans la durée, approuvé au niveau du conseil d'administration et qui définit la stratégie globale de l'institution financière, aussi bien sur les questions de représentativité des femmes dans les postes de direction et leur évolution au sein de l'institution, l'équité du genre en tant qu'employeur, mais aussi sur leur aspect stratégie vis-à-vis de leur clientèle et présence au niveau des communautés dans lesquelles elles opèrent. Donc, le fait de ne pas avoir une politique genre à part entière, c'est quelque chose qui peut freiner les avancées globales d'une institution financière, quand bien même elle aurait déjà des produits ou des programmes spécifiques à sa clientèle. Alors, nous allons aller encore plus en détail dans notre analyse en regardant le point suivant. Next slide, please. Plus particulièrement au niveau de la RDC, on va regarder le Sénégal juste après. Au niveau des comités de direction des grandes banques, des petites banques, pardon, et des grandes institutions de microfinance, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un mouvement de plus en plus fort pour faire monter les femmes à des postes clés. Donc, cette étude a été faite en 2025 par le Bankers Club RDC, qui a interrogé des institutions financières, 31 en tout, pour comprendre la situation actuelle des femmes dans les postes de direction. Et ce qu'on constate, c'est que les femmes progressent, elles progressent lentement, mais elles progressent. Et on les voit surtout présentes dans des postes tels que les ressources humaines et l'administration, les opérations, de plus en plus aussi dans les postes d'audit, audit interne, contrôle interne, risque. Donc, vraiment toute cette catégorie-là de postes on va dire, de première et deuxième défense. Et puis, une nouvelle tendance depuis 2 ans, de plus en plus à des postes de directrice générale et directrice générale adjointe. Néanmoins, on constate en RDC en tout cas qu'il y a encore assez peu de femmes au niveau des directions financières et des directions commerciales, notamment au niveau des banques.
Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, c'est que il y a 2 ans, la Banque centrale a pris l'initiative de se mêler un peu de la question de la parité des femmes au niveau des comités de direction. Et une instruction de la Banque centrale en RDC demande aux institutions financières, au plus tard d'ici 2028, d'atteindre 30% des femmes au niveau des comités de direction et 50% au niveau des conseils d'administration. Il faut également noter que ce type de quota imposé par les banques centrales, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez fréquente dans les pays anglophones, qui était un peu plus rare dans les pays francophones, mais qu'on voit de plus en plus arriver au fur et à mesure de l'évolution des réglementations. Donc, aussi bien sûr la question de l'inclusion financière des femmes qu'au niveau de la représentativité des femmes dans les postes clés dans les institutions financières qui servent les clients, y compris les femmes, on voit de plus en plus la réglementation s'en mêler de manière à pouvoir stimuler les choses là où on observe que les choses vont un peu trop lentement. Je vous propose de regarder aussi la situation du Sénégal pour pouvoir comparer. Et là, je remets la parole de nouveau à Chantal. Next slide. Ok, donc au Sénégal, par exemple, on verra que 22% des postes de direction sont occupés par des femmes, donc versus 28% en Côte d'Ivoire et 25% à RDC. Donc quand même, je crois que le taux, quand même, il est assez faible. Donc aussi bien pour les banques que si aussi que je prends aussi le cas des fintech, on voit par exemple si je prends le cas de Mix et aussi des autres partenaires émetteurs de monnaie, on voit par exemple que les femmes sont à hauteur de 40%. Donc après 40% par rapport à un taux total de 22%, je me dis que les fintechs quand même essaient, sachant que, comme l'a dit tout à l'heure Edwige, par exemple, au niveau du back-office, sachant que quand on parle de fintech, d'émetteurs de monnaie, on a forcément besoin de la partie opérationnelle back-office. Donc, elles sont quasiment occupées par les femmes. Donc, ce qui explique ce pourcentage quand même de 40% côté fintech et 22% par rapport aux banques, sachant que banque, directeur, je pense au Sénégal, on n'a pas de directrice, si je ne me trompe, de directrice en fait, banque femme. Donc, effectivement, le ratio, il est très bas. Après, comme l'a dit tout à l'heure, effectivement, Edwige, quand on parle de la Banque centrale, bien sûr, qui essaie de s'immiscer par rapport à l'aspect genre au niveau des institutions financières, et qu'ils espèrent on sera à 30% en fin 2025. Bon, on va croiser les doigts et espérer que bon, il nous reste quand même 6 mois d'ici à la fin de l'année pour vraiment pouvoir évoluer en ce sens. Donc c'est ça. Et puis, je veux dire, avec l'avènement du nouveau gouvernement aussi au Sénégal, avec notre président Bassirou Diomaye, on est quand même un peu en retard parce que si on prend le cas, par exemple, du gouvernement sénégalais en général, on a 30 ministres et secrétaires d'État, on n'a que 4 ministres, en fait, qui sont des femmes. Donc, on parlera alors d'un pourcentage de 13%. Donc, effectivement, il y a un travail à faire en haut pour qu'on puisse, en fait, aller jusqu'en bas de la ligne. Next Merci slide. beaucoup. Alors, vous avez constaté, on a parlé de la situation de l'inclusion financière des femmes et on a parlé de la situation des femmes au poste de direction. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que le fait de faire progresser les femmes dans les postes de direction dans les banques, institutions de microfinance, émetteurs de monnaie électronique, fintech, bref, tous les acteurs qui sont impliqués dans l'inclusion financière, est-ce que ça apporte un plus par rapport au fait de progresser l'aspect clienteux, c'est-à-dire l'inclusion financière et l'autonomisation économique, la souveraineté économique des femmes de manière générale dans les pays francophones? Alors, next slide, essayons de regarder de manière critique parce que cette question fait couler de l'encre. Il y a eu pas mal de littérature autour de ça. Il y a un peu des débats. Et donc ici, je pense qu'on ne peut que partager nos propres expériences personnelles et essayer de faire le lien avec ce que dit la littérature et ce qu'on voit dans les chiffres. Il n'y a pas de données désagrégées hommes-femmes dans tous les environnements pour l'instant. On va en parler tout à l'heure dans le deuxième panel. Mais ce que je constate à mon niveau par rapport à mon expérience, c'est que les institutions dans la direction est diversifiée en termes de genre semblent être d'abord plus susceptibles de collecter et d'analyser des données ventilées par sexe. Donc, il y a un aspect curiosité déjà qui est peut-être un peu plus élevé ces dernières années qu'on n'avait peut-être pas forcément avant.
Et le fait que de plus en plus de bailleurs mettent en avant l'importance de stimuler l'inclusion financière des femmes, mais aussi un peu de pression au niveau des institutions financières. Donc, on ne dira pas que l'émergence des femmes à des postes de direction explique à elle seule le fait que les institutions financières progressent dans leur manière et dans leur réflexion pour améliorer les services financiers de manière générale en termes d'inclusion sur les catégories de clients en dessous d'un certain seuil d'inclusion financière, y compris les femmes, mais cela joue également. Entre parenthèses, en RDC, le gouverneur de la Banque centrale est une femme depuis 2021 et on constate que justement les instructions de la Banque centrale qui viennent demander des quotas de femmes plus élevés dans les institutions financières sont arrivées après. Y a-t-il un lien? Seule la gouverneure pourra le dire, mais très clairement, ce qu'on constate, c'est que il serait important d'avoir une diversité au niveau du genre dans les postes de direction, tout simplement pour avoir une manière plus critique de regarder différentes choses d'une part, et puis pour pouvoir simplement poser la question. Si on doit s'adresser à des clientes, peut-être qu'autour de la table, le fait d'avoir des femmes dont peut-être certaines fois le vécu ou l'entourage est plus proche de la cliente, ça peut permettre de poser les bonnes questions, de prendre les bonnes décisions et de débloquer peut-être même les budgets pour pouvoir faire des analyses un peu plus détaillées qui vont au-delà des conclusions globales. Ça coûte de l'argent le fait de pouvoir faire des analyses de marché qui vont en profondeur et qui sont détaillées hommes, femmes, rural, urbain et différents types de segmentation. Et ça demande d'avoir des personnes autour de la table qui ont un parti pris, on va dire, positif par rapport à ça. Le dernier point de cette intervention, c'est qu'on constate que dans beaucoup de pays, les choses ne commencent réellement à bouger que lorsque les régulateurs interviennent. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pays anglophones où les réglementations sur la parité existent depuis 10, 15, 20 ans. Dans les pays francophones, c'est plus récent. On l'a vu dans nos slides 2022, 2021. Donc, on constate simplement que une fois que ça devient une question de conformité, de compliance, les choses vont beaucoup plus vite que si c'est laissé au seul regard des actionnaires qui cherchent peut-être un impact au-delà du profit, mais qui n'ont pas peut-être forcément l'angle genre de manière immédiate. Je vais redonner la parole de nouveau à Chantal pour partager aussi son point de vue par rapport à cette question. Next slide. Effectivement, donc je vais aller dans le même sens que qu'Edwige, hein. Donc là, on voit par exemple qu'on parle de 50% des femmes entrepreneurs n'ont jamais reçu de formation en gestion ou en finance. Donc je peux le prendre dans un cas pratique, c'est-à-dire que je peux parler pour moi, peut-être que je pense que les femmes qui sont autour de nous abonderont dans le même sens. On n'a pas eu forcément en fait de formation sur l'éducation financière. C'est-à-dire que pendant tout le curricula, on a fait des études, des masters, doctorats, on ne nous a jamais parlé d'éducation financière en tant que telle. Comment épargner, comment faire du crédit. On le voit parce qu'on le vit tous les jours, mais on n'a jamais eu on n'a jamais eu de formation dessus. Donc après, là, l'idée, par exemple, pour moi, quand on parle en fait d'éducation financière et d'inclusion, les deux sont liés. Si la femme, elle n'est pas éduquée financièrement, elle ne pourra pas s'inclure. Donc les deux vont de pair. Donc c'est dans ce sens où, par exemple, le programme national d'éducation financière, mais le programme même régional d'éducation financière a mis un levier sur l'éducation financière et d'ailleurs, même, ils veulent l'inclure dans le curricula des enfants dès le bas âge pour qu'ils puissent grandir avec au Sénégal, donc aussi bien au Sénégal que dans la zone en fait de l'Afrique de l'Ouest, donc Côte d'Ivoire, RDC. Donc, l'éducation financière sera intégrée dans les curricula. Et surtout, si c'est, moi, après moi, je me dis, c'est très simple. La femme, si elle ne connaît pas comment est-ce que le mobile money ou bien la finance, en fait, fonctionne, elle ne pourra pas être entrepreneur et être formelle par rapport à son entrepreneuriat. Donc, c'est un levier sur lequel on doit insister. Et comme l'a dit Edwige, comme là, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, le plan 2050, en fait, du président Diomaye, effectivement, la femme occupe une place importante. Et même l'objectif, je dirais, derrière, c'est que en 2050, qu'on soit à 65% d'éducation financière et d'inclusion financière, en fait, des femmes. Donc, on peut vraiment y croire et je pense qu'on y mettra vraiment les moyens d'y arriver. Donc, je vais terminer par
par cette citation qui dit, une femme qui comprend la finance ne subit pas le système, elle le transforme. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Edwige et Rama Chantal pour cet échange très riche, très instructif, qui était ancré vraiment dans du concret sur la base d'expériences pratiques. Et donc, ce qu'on peut retenir de ce premier panel déjà, c'est nous avons noté que l'usage des services financiers numériques était assez élevé dans les pays anglophones comparativement à notre zone francophone. Euh, on a noté également que bien que le leadership féminin dans les services financiers progresse, donc à travers les résultats communiqués par Edwige dans le cadre de l'étude menée en RDC et d'autres éléments aussi pertinents que Rama nous a partagés sur le Sénégal, au-delà de ces progrès peut-être constatés, cela n'occulte pas aussi hein, la confrontation à certaines barrières systémiques aussi. Et nous avons compris également que plus les banques centrales, les régulateurs sont engagés sur ces sujets-là de genre dans les services financiers, mieux les chiffres se portent. Et donc, il faudrait peut-être renforcer davantage les actions sur ces aspects. On note également le fait qu'il est essentiel de renforcer aussi les passerelles entre les femmes dirigeantes et l'inclusion financière des femmes clientes. Sur le dernier point, Rama a relevé un levier important que représente l'éducation financière et nous saluons déjà, pour ce qui concerne la zone CEDEAO, la mise en place ou la mise en œuvre du programme régional d'éducation financière. Et l'autre élément important, c'est que l'éducation financière ne bénéficie pas seulement aux clientes, mais cela représente aussi un vecteur de renforcement du leadership des femmes dans le secteur lui-même. Donc, voici un peu globalement ce que nous relevons comme élément clé de ce premier panel. Et nous allons passer rapidement à la session de questions-réponses. Et je peux voir dans les commentaires, dans le chat, une question de Monsieur Zakia Rachidi, donc qui évoque le fait du pourquoi dans le graphe présenté par Edwige, on ne voit pas le cas du Maroc ou de la Tunisie qui ont enregistré des progrès en matière d'inclusion financière. Edwige, je vais y aller. Oui, effectivement, c'est un très bon point, très pertinent. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a effectivement des études qui sont focalisées sur les pays d'Afrique du Nord et l'Égypte des deux côtés. Et ce que je vois effectivement dans ces pays, qui malheureusement, c'est vrai que ça n'apparaît pas sur le slide, mais il est vrai qu'il y a eu des progrès assez importants sur les dernières années dans ces pays, notamment le Maroc, la Tunisie. Et en même temps, il y a des banques euh, des banques ont été leaders en fait dans le fait de mettre en avant justement leurs efforts sur le genre et il y a eu un effet un peu catalyseur sur le marché. Donc ce que je peux dire peut-être pour adresser ces pays, c'est que le régulateur joue un rôle, oui, mais le fait d'avoir des banques qui jouent un peu un rôle de catalyseur et se mettent en avant comme avant-gardistes, ça permet aussi de donner un signal sur le marché et de faire avancer la donne. Donc, merci pour le point. On essaiera de l'intégrer au mieux dans le prochain webinaire. Merci Edwige. J'espère que Monsieur Zakia est satisfait de la réponse. On note également une autre question de la part de Pépin Ilonga Nkupo, donc adressée également à Edwige, mais je pense que le sujet également peut être traité par Rama Chantal. Et donc, il y a plusieurs questions à la fois. Est-ce que la problématique ne réside-t-elle pas en amont dans les institutions et leur capacité à favoriser l'adoption des technologies par les femmes? Je suppose que cette question est en lien avec peut-être l'usage des services financiers numériques. Et donc, est-ce que Rama ou Edwige voudraient
et apporter une réponse. Effectivement, c'est-à-dire il y a une problématique parce que quand on parle par exemple des services financiers, aussi bien pour les fintechs en général, on n'a pas forcément de produits woman-centric design, c'est-à-dire des produits qui sont centrés en fait ou bien qui sont directed, qui sont dirigés auprès des femmes. Donc effectivement, cela crée forcément un gap. Et c'est de là où même d'ailleurs, par rapport à mes recherches, j'ai vu par exemple qu'au Malawi, ils ont créé un produit qui s'appelle par exemple le Bank. Parfoupi, c'est-à-dire une banque qui est proche. Et on voit, par exemple, ils ont pris des agents qui sont des femmes. On voit que 60%, par exemple, de ces femmes-là n'avaient jamais eu de compte bancaire auparavant. Et que là, avec ce service-là, elles ont arrivé à s'intégrer avec des produits bancaires, à savoir comment ça marche. Et puis, donc, c'est-à-dire pour pas abonder, pour dire en fait, par rapport à ça, c'est vrai que ce qui est essentiel pour nous, en Afrique par rapport à l'inclusion financière et à l'éducation, c'est de pouvoir créer des produits que les femmes vont pouvoir adopter. Dans ce cas-là, effectivement, elles verront le produit comme le sien et puis elles pourront bien sûr l'utiliser. Et je me dis qu'une femme, dès qu'elle sait qu'un produit qui marche, elle marche bien, elle pourra en parler à son époux, à ses enfants et puis c'est un service qui pourrait marcher. Voilà, pour Donc, compléter, je confirme effectivement que, en tout cas dans un pays comme la RDC, mais je pense de manière générale, les services financiers numériques vont jouer un rôle clé dans l'avenir proche. On l'a vu dans des pays comme le Kenya, où le déclic côté inclusion financière a beaucoup plus été stimulé par les services financiers numériques, le mobile money, etc., etc. Euh, Plus les institutions financières classiques, standards, donc comme les banques, les institutions de microfinance, les coopératives d'épargne et de crédit investiront dans le numérique, plus leur capacité à servir les clientèles mal servies comme celle des femmes et des jeunes sera grande parce que le numérique vient aussi avec des outils un peu plus agiles que le secteur bancaire classique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Parfait. Et peut-être une autre question aussi à toutes les deux, peut-être pour clore ce premier panel. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait mieux articuler en fait les actions entre actions institutionnelles, donc au niveau du régulateur, mais également des actions au niveau de l'institution financière et même au niveau des clients? Comment est-ce qu'on pourrait mieux articuler ces différentes actions pour faire avancer ce sujet-là du leadership féminin euh, dans les services financiers? Alors, je peux peut-être commencer. Dans un pays comme la RDC, ce qu'on constate, c'est que il y a pas mal d'initiatives développées les dernières années sur les femmes de manière générale, quel que soit le secteur, pas forcément l'inclusion financière. On a pas mal d'acteurs, en fait, finalement. Il y a des bailleurs de fonds, il y a les humanitaires, il y a les institutions financières, il y a l'aspect réglementation, dans tout ce qui est plaidoyer, mais beaucoup d'actions sont en silo. Donc, il manque en fait une certaine cohésion, je dirais même presque un écosystème autour de ces questions-là. Le fait de travailler en silo, ça veut dire que les acteurs avancent sur certaines problématiques, mais les progrès que eux font ne bénéficient pas forcément directement à d'autres acteurs. Je prends par exemple des bailleurs de fonds qui travaillent beaucoup sur la question de l'éducation des filles et des femmes de manière générale, où il n'y a pas forcément de volet éducation financière, alors que d'autres institutions apportent un appui technique en termes d'assistance technique ou de subventions à des institutions de microfinance ou à des incubateurs ou des organismes de soutien de l'entrepreneuriat sur les volets d'éducation financière et numérique. Mais comme ça arrive un peu de manière isolée, ce n'est pas intégré dans une chaîne de valeur où les filles et les femmes pourraient franchir différentes étapes et aller à l'étape suivante en fonction de leurs besoins. Donc, je pense que la question de la problématique du leadership de manière générale sur l'inclusion financière doit avoir un volet sur l'intégration des actions des différents acteurs. Les femmes ont un rôle à jouer, les hommes aussi. C'est là où parfois je challenge un peu cette question du leadership féminin et de l'inclusion financière des femmes, parce que d'un autre côté, le leadership de manière globale sur cette question est important. Et là, ça inclut des acteurs
où peut-être les prestataires principaux ne sont pas forcément des femmes, mais ont une expérience avérée dans ce domaine et diverses expériences et pourraient capitaliser un peu sur leur historique. Donc voilà un peu mon point de vue et mon expérience par rapport à cette question. Merci beaucoup, Edwige et Rama Chantal, pour cette discussion, pour ce panel 1, donc, pour rappel, qui était sur le leadership féminin, le leadership féminin dans les services financiers. Et donc, place à présent à notre second panel, donc il va faire un focus sur l'impact des données ventilées par sexe, donc sur les politiques d'inclusion financière au niveau de certains pays, comme vous pouvez le voir sur la slide en cours. Et donc, pour aborder ce sujet-là, nous avons le plaisir d'accueillir deux professionnels donc aguerris sur le sujet. Et donc, nous avons Gisèle Yitan Ben, présidente et fondatrice de l'ASAF, une institution dont on aura de plus en détail dès la prise de parole de Gisèle, et également Awa Soulé, donc consultante indépendante qui est entre le Niger et le Sénégal, et donc il y a une forte expertise sur les questions de genre, d'inclusion financière et d'analyse de politique publique. Donc, ensemble, elles vont nous partager leurs perspectives, leurs expériences sur comment est-ce que les banques centrales ou encore les institutions peuvent mieux intégrer l'approche genre dans leurs décisions. Quels sont éventuellement les freins à la production et l'utilisation de données désagrégées par sexe? Et aussi, quelles sont les opportunités concrètes de plaidoyer, de recherche, d'action collective dans nos contextes francophones. Alors, nous allons commencer avec Gisèle. Est-ce que Gisèle nous reçoit? Sinon, nous allons passer à Awa. Ok. Alors, OK. Awa, oui. Ok, bonjour à tous. Merci pour votre présence d'être ici. C'est un honneur pour moi de partager ce webinaire avec les speakers en place. Et merci à Ariane pour la modération. Donc, moi, c'est Hawa Souley. Je suis consultante indépendante spécialiste en finances numériques. Donc, j'ai un background aussi de banquier parce que j'ai fait plus d'une dizaine d'années dans le système informatique bancaire. J'ai aussi participé sur des initiatives d'inclusion financière, notamment le projet Smart Village, en français, projet Village Intelligent, qui a été mis en place financé par la Banque mondiale au Niger, qui est un projet d'inclusion financière et numérique et qui a un focus sur l'inclusion, surtout des femmes, des jeunes et de la population rurale. Donc, j'ai participé à la mise en œuvre de pas mal d'initiatives dans ce contexte-là, en vue de favoriser l'inclusion financière. Merci. Parfait. Nous sommes ravis également de t'avoir sur ce panel, Awa. Est-ce que Gisèle nous reçoit à présent? Gisèle, est-ce que tu nous entends? 5. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, et je disais que pour des problèmes de connexion d'Internet, je n'activerai pas ma vidéo avec votre D'accord. permission. Douloureusement, nous allons accepter. On aurait aimé Oui, te voir. Mais vas-y. Oui. d'accord. Quelles ont été les avancées concrètes par rapport sur les institutions qui soutiennent l'inclusion financière? Moi, pour l'apprécier, nous allons Mhm. spécifiquement parler de données et ces données seront appréciées selon leur disponibilité,
selon les politiques clés qu'elles ont engendrées et les impacts sur le terrain. Quand je prends par exemple le Cameroun, et là je vais évoquer le cas du Cameroun, de la RDC, du Niger et même de la Côte d'Ivoire. Quand nous prenons par exemple le Cameroun, l'Institut national des statistiques collecte des données axées sur les zones urbaines, mais omet les femmes rurales. Donc, vous voyez qu'il y a dans les données 40% de personnes qui sont mises à l'écart. Bon, l'utilisation de l'argent mobile est aussi une source de données pour apprécier l'inclusion des femmes, parce qu'il faudrait l'apprécier dans des termes chiffrés et dans des termes des politiques mises en place. En termes de politique, au Cameroun, nous avons la loi sur le genre de 2018 qui impose un accès égal au crédit, mais manque d'application généralement. Et c'est là où vous verrez que je parlerai aussi des organisations de la société civile et dans leur rôle pour prendre en compte les politiques qui ont été mises en place. Donc, il y a aussi la stratégie d'inclusion financière de la CEMAC, dont l'objectif est de 40% à 2025. Nous sommes en 2025. Bon, il faudra vérifier. On leur donne encore 6 mois pour voir. Et l'impact de ces données désagrégées ont permis de voir que des institutions de microfinance comme Camcul ont augmenté les prêts aux femmes de près de 35% et que l'adoption de l'argent mobile a augmenté de près de 25% en zone rurale. Quand nous prenons par exemple la RDC, les données nationales sont rares. Il faut se référer par exemple à l'ONG CARE qui essaie de combler ces lacunes. Et pour les politiques clés mises en place, c'est la stratégie nationale d'inclusion financière de 2022 qui priorise l'accès des femmes au portefeuille numérique. En termes d'impact, on verra que Equity Bank RDC a lancé Mama Pesa, des prêts mobiles destinés aux femmes qui atteignent aujourd'hui 50 000 utilisateurs. On note des lacunes politiques persistent en raison des collectes de données difficilement cohérentes. Quant au Sénégal, le Sénégal ici est un exemple. Pour la disponibilité de données, on a des données via la BCAO et l'ANSD. Par exemple, on sait que 33% des femmes utilisent des services financiers formels. Les politiques clés mises en place au Sénégal sont le tableau de bord genre de la BCAO qui suit l'inclusion des genres dans les banques et la mise en place d'un fonds pour l'entrepreneuriat féminin pour encourager des prêts à faible taux aux femmes. L'impact, on a les approbations des prêts aux femmes qui ont augmenté de près de 25% entre 2021 et 2023. On note aussi que 60% des agents de paiement mobile dans les zones rurales sont des femmes. Au Niger, les données, on s'appuie sur les enquêtes de la Banque mondiale. Par exemple, on note que 12% des femmes ont des comptes formels. Les politiques clés mises en place sont le plan national d'inclusion financière de 2021 qui alloue 30% des fonds aux PME dirigés par des femmes. Quant à l'impact, on a la FIA FinTech qui produit l'épargne mobile pour les femmes qui a adopté aujourd'hui près de 20 000 utilisatrices. Mais on note aussi les barrières culturelles qui ralentissent la mise en place des politiques malgré toutes les données qu'on a, même des données parcellaires. Quant à la Côte d'Ivoire, on a des données solides via l'Institut national des statistiques. On note que 28% des femmes ont accès au crédit. Les politiques clés sont, par exemple, le Fonds de garantie des femmes qui soutient les femmes entrepreneurs et puis la loi sur les services financiers numériques de 2020 qui oblige les fintechs à rendre compte de la situation du genre. Quant à l'impact, on a 50 000 femmes qui ont eu accès à des prêts via le FGF et le nombre d'utilisatrices d'Orange Money a augmenté de près de 40%. Donc, en termes d'observation, nous notons que le Sénégal dispose du plaidoyer le plus complet. Les organisations de la société civile travaillant directement sur les politiques nationales, comme sur la loi, l'adoption de la loi sur la parité des sexes. La RDC et le Niger se concentrent sur le dépassement des obstacles structurels
par exemple le droit de propriété. Et les organisations de la société civile au Cameroun sont davantage axées sur la réalisation des produits qui pourraient permettre aux femmes d'être plus inclus. Donc, là, je vais parler de la place des organisations de la société civile dans ce combat pour adopter les données, parce qu'on peut mettre en place toutes les lois possibles, mais s'il n'y a pas des acteurs sur le terrain qui travaillent à veiller, à s'assurer que tout est pris en compte, vous verrez que les bonnes lois n'aboutiront jamais à des résultats concrets. Donc, en termes des ONG, des organisations de la société civile, nous avons au Cameroun, par exemple, la Fondation Afriland First Bank, Camcul, Prodel, qui font des prêts groupés en tenant compte de la situation des femmes et qui soutiennent le leadership des femmes à travers des plaidoyers auprès des banques pour les sensibiliser sur les questions de genre. Mais on note peu de programmes de leadership dans le domaine financier aussi. Donc, le défi majeur, par exemple, au Cameroun, ce sont les préjugés culturels contre les femmes dans la finance, le faible niveau d'éducation financière dans les zones rurales. Quand nous prenons la RDC, la section des femmes de la FEC soutient aux entreprises, la SOFEPAD, l'ONU Femmes RDC ont soutenu des initiatives, notamment dans les associations villageoises d'épargne et de crédit, l'alphabétisation en matière de paiement numérique et aussi des lobbying pour les quotas de genre dans les banques, dans la représentation féminine minimale au poste de direction financière. Mais on note comme défi les conflits qui perturbent les programmes et la faible protection juridique pour les femmes. Quant au Sénégal, comme je vous ai dit plus haut, c'est un peu le leader dans ce genre d'activité. On a relevé la COSEP, Femmes Entrepreneurs, l'Afrofes, Microcrédit, le réseau Sigin Jigen, qui œuvre pour la bancarisation des femmes et travaille au plaidoyer fort pour la loi sur la parité des sexes et les femmes rurales manquent encore de garanties. Les associations travaillent absolument là-dessus pour réduire la fracture financière entre les zones urbaines et rurales. Quant au Niger, nous avons recensé les coopératives comme Moriben, Fusad, Fironga, qui prennent des initiatives comme les tontines et les groupes d'épargne informels, la microfinance islamique Al-Baraka et leur soutien au leadership tend à promouvoir la place des femmes dans la gouvernance de la microfinance. Et on note peu de femmes qui occupent les postes de direction dans le secteur bancaire. On a noté comme défi majeur les normes conservatrices qui limitent la mobilité des femmes, le taux élevé d'analphabétisme chez les femmes. Donc, voilà en gros ce que nous avons relevé. Les données permettent justement de pouvoir s'assurer que les institutions prennent en charge ces problématiques et surtout de s'assurer que les institutions de veille s'assurent que cette problématique qu'on pousse en avant, que cette problématique est résolue, quoi. Donc, on note les lacunes dans les données, la difficulté à appliquer les politiques qui ont été mises en place et les barrières culturelles. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci beaucoup, Gisèle, pour cet exposé assez détaillé et riche. Peut-être avant de passer la parole à Awa, on comprend ici que si on veut transformer les systèmes, il faut pouvoir les mesurer, il faut pouvoir les comprendre, il faut pouvoir les documenter de manière genrée, parce que sans données,
pas de visibilité. Pas de visibilité, ce serait assez difficile, utopique, d'avoir de l'impact. Merci encore pour ces éléments de terrain et ces informations assez importantes à avoir. Awa, de ton côté, comment est-ce que les avancées donc, partagées par Gisèle en termes de données ventilées par sexe, donc au sein de ces différentes institutions qu'elle a énoncées, comment est-ce que cela se manifeste dans les politiques nationales, les politiques économiques nationales que tu observes? Merci pour la question. Donc, en termes de politique, aujourd'hui, dans le contexte de l'inclusion financière, déjà, les politiques sont un élément fondamental pour les politiques d'inclusion financière. Donc, on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, les politiques nationales, les politiques économiques et financières nationales intègrent la dimension du genre dans les documents et textes. Et également, ces politiques-là tiennent toujours compte du contexte. Et cela est d'autant plus vrai qu'en relation avec la déclaration de Maya, les pays qui sont réunis sous forme de les régulateurs et les politiques qui sont réunis au sein de l'Alliance for Financial Inclusion, on fait quand même des propositions à travers la déclaration de Maya sur le fait que chaque pays doit faire sa propre définition de l'inclusion financière. À partir de ce moment, déjà, le pays va intégrer son contexte spécifique, ses contraintes, ses objectifs, identifier les cibles. Donc, depuis la définition même de l'inclusion financière, le pays va se fixer par rapport à ce contexte. Et également, dans la même déclaration, il est recommandé que les pays mettent en place des stratégies d'inclusion financière. Donc, si je prends le cas de l'UMOA, comme Mme Gisèle l'avait déjà mentionné, la BCAO a élaboré une politique régionale d'inclusion financière qui sert de référence pour les 8 pays de l'UMOA pour concevoir chacun sa politique, sa stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, à ce jour, si on regarde ces stratégies élaborées dans les différents pays, on se rend compte quand même que la majeure partie des stratégies-là tiennent compte des conditions spécifiques aux femmes depuis l'évaluation, depuis l'élaboration et les plans d'action également. Donc, si je prends par exemple le cas du Niger, la stratégie nationale d'inclusion financière du Niger, elle spécifie dans l'axe 2 déjà que la mise en place des produits et des services qui répondent aux contraintes que font face les femmes dans le cadre de l'accès aux services financiers et l'utilisation. Et de façon plus concrète sur les terrains, avec l'initiative Project Smart Village qui a été mise en œuvre au Niger et qui va en droite ligne avec la stratégie nationale d'inclusion financière, on a pu observer dans la pratique comment est-ce que cela est pris en compte. Parce que si je prends juste l'exemple de la campagne d'éducation financière qui a été lancée à l'échelle nationale, l'objectif c'était d'atteindre au moins 60% des femmes pour cette campagne d'éducation financière. Et donc, avant d'abord de lancer cette campagne, il y avait un besoin réel de données et plusieurs initiatives de collecte de données ont été lancées déjà pour mieux informer avant de pouvoir adresser l'initiative parce qu'on a besoin quand même des informations spécifiques, surtout sur les contraintes qui entravent l'accès des femmes à ces services-là. Donc, pas mal d'initiatives de collecte d'informations ont été réalisées. Et c'est là que la donnée désagrégée constitue un levier puissant pour pouvoir déjà éclairer sur les décisions et puis renforcer également les politiques. Parce que toujours dans le contexte des Smart Village, une étude a été menée déjà pour améliorer le cadre réglementaire, faire des propositions d'amélioration des politiques et des cadres réglementaires de façon à ce que ça soit vraiment favorable à la finance numérique. Donc, à ce niveau également, les données étaient vraiment importantes pour éclairer les décisions. Donc, pas mal d'initiatives ont été menées sur le terrain
toujours en conformité avec les politiques, mais en même temps que ça se fait, que les initiatives sont mises en œuvre aussi, les leçons apprises et surtout en termes d'indicateurs de mesure. À chaque fois, les données ont besoin quand même d'être mises à jour et surtout traiter et renseigner l'opinion sur quelles sont les leçons apprises et comment on peut utiliser ces informations-là pour mieux améliorer aussi les politiques de genre. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter comme information sur l'utilisation des données dans ce contexte-là. Merci. Merci Awa pour cette intervention très, très, très pertinente. Peut-être vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez souligné l'importance des données désagrégées pour éclairer les décisions. Mais selon vous, et là je m'adresse à Gisèle, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'utilisation à grande échelle des données désagrégées par les décideurs? Et qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui de renforcer l'usage de ces données désagrégées? Gisèle? Alors, si elle a des problèmes peut-être de connexion ou... Oui? Allô, je peux y aller alors? Oui, oui, allons-y, allons-y. Ok, d'accord. Donc, en termes de l'utilisation des données désagrégées, déjà, du point de vue de l'État, il faut une politique forte, que ce soit du point de vue de l'État ou bien des régulateurs. Il faut qu'il y ait un engagement fort pour que la donnée soit disponible. Parce que la donnée peut être disponible, mais en quelle qualité? C'est la question qu'il faut résoudre. Et aujourd'hui, en fonction des écosystèmes, on trouve des environnements disparates qui sont vraiment en silo, qui évoluent en silo. Et la collecte des informations elle ne se fait pas avec une telle exhaustivité qui puisse permettre qu'on ait confiance parce que ce soit les institutions financières qui œuvrent dans la conception des produits et des services, que ce soit même les initiatives qui permettent d'éclairer l'opinion sur les statuts, on a besoin d'une information qui soit forte et fiable. Et donc, il faut que les politiques, les gouvernements s'engagent vraiment à faire en sorte qu'il y ait un cadre qui permette d'obtenir cette information fiable. Et ça passe aussi par d'autres aspects tels que l'identification. Donc, il faut une identification forte qui permet à ces acteurs-là qui œuvrent dans le domaine de pouvoir capturer la bonne information. Donc, déjà, pour capturer cette bonne information, il y a un problème déjà au niveau du consommateur lui-même. Certains font l'objet d'une certaine réticence, un manque de confiance pour donner leur information. Et là, il y a un fort besoin de faire de la sensibilisation pour qu'ils puissent donner la bonne information et comprendre aussi qu'en donnant la bonne information, ils auront des meilleurs accès parce que c'est avec l'information que le service peut être customisé pour être adapté aux besoins de la cible. Il y a également un besoin de renforcement de capacité des acteurs qui entrent dans le cadre de la collecte parce que c'est lui qui est chargé de faire la collecte. Je prends par exemple les acteurs qui sont au niveau des instituts nationaux de statistiques. Il faut qu'ils comprennent l'utilité de cette information et qu'ils sachent comment ils vont l'analyser. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, on n'aurait pas de résultat, même si l'information est disponible, parce que s'il n'y a pas de bonne analyse, ce ne serait pas vraiment efficace. Et de l'autre côté, bon, en termes de solutions, on voit que maintenant, les États s'engagent de plus en plus à créer des cadres de collecte de données. Donc, je peux citer comme exemple le Niger et le Burkina qui ont créé des comités IDES. IDES, c'est Inclusive Digital Economy Scorecard. Donc, au Niger, j'ai été membre du comité et l'objectif principal, en fait, c'est de pouvoir sortir à l'échelle nationale un tableau de bord de l'économie numérique.
Donc, le tableau de bord va intégrer déjà des informations qui vont éclairer l'opinion de façon transparente sur le statut en termes d'inclusion financière, en termes de politique existante, en termes aussi d'infrastructure, parce qu'il faut l'infrastructure pour qu'il y ait une bonne inclusion numérique et financière, en termes aussi également de compétences. Donc, l'idée à travers le comité, c'est vraiment, son rôle, c'est de collecter la bonne information auprès des différents acteurs et globaliser, synthétiser et maintenant sortir des rapports qui vont éclairer les décisions et surtout suivre, parce qu'il faut aussi un suivi de comment est-ce qu'évoluent ces indicateurs. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de blocage. Mais comme il y a quand même par endroit des solutions qui sont en train d'être mises en place, quand même, on peut dire qu'il y a des belles perspectives qui vont nous permettre par la suite quand même d'avoir des cadres de données, des cadres de données harmonisés qui pourront être utilisés pour mieux orienter les initiatives et les politiques. Merci. Pour compléter ce qu'Awa a dit, et comme Awa l'a suffisamment souligné, il y a une question même quand on a collecté de mise à jour des données. Donc, on va relever, ça a été une volonté, on l'a affirmé, on a souhaité qu'il y ait des données, mais il faut que ceux qui les prennent s'en servent. Donc, on manque, par exemple, sur le terrain, une collecte bien structurée, bien organisée de ces données. Et puis, est-ce que ces données sont mises à jour? On a souhaité que ces données soient mises en place, mais est-ce que ces données sont mises à jour? Ça là, donc, les limites même dans l'opérationnalité de ces données, c'est le coût de collecte et le traitement de ces données, la fracture numérique dans les zones reculées et l'absence même de standards de désagrégation de ces données-là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au Cameroun, par exemple, la structure, l'Institut national des statistiques ne collectait des données qu'en zone urbaine. Donc, nous avons vu qu'il faudrait, pour pouvoir changer la donne, enfin, pour d'abord renforcer, pour pouvoir avoir des données de bonne qualité, il faudrait renforcer les capacités des institutions pour analyser, collecter et analyser les données. Il faudrait passer à des innovations, utiliser les nouvelles innovations techniques et surtout mettre en partenariat plusieurs institutions pour avoir la meilleure qualité des données. Moi, je pense aux instituts comme les universités, je pense aux organisations de la société civile, je pense au secteur privé et à des partenariats avec des organismes internationaux parce que ce problème de données, c'est le nerf de la guerre, c'est l'essentiel parce que sans ces données, nous ne pouvons pas savoir si nous avançons. Ok, ce que je comprends aussi au-delà de vos différentes interventions, c'est que je pense que Awa l'a mentionné, euh, l'accès aux données ne suffit pas. Il faut aussi que ces données-là soient fiables. Il faut des institutions qui soient prêtes à utiliser ces données pour agir effectivement et pour aller plus loin. Et donc, la question qu'on se poserait, c'est quel partenariat ou alors quels espaces multipartites vous paraissent les plus prometteurs pour porter un plaidoyer efficace auprès des différents acteurs clés de l'écosystème financier, à savoir les banques centrales, donc qui représentent un maillon essentiel dans la promotion ou encore la valorisation des données désagrégées par sexe dans notre zone en Afrique. Oui, je pense que le partenariat essentiel ce serait les institutions universitaires, parce que comme Awa l'a dit et comme vous le dites vous-même, la qualité de données est importante, donc il faudrait
des structures qui travaillent sur les méthodologies, qui assurent que les données sont des données de qualité, des données comparables, des données utilisables un peu partout. Il faudrait aussi un partenariat, surtout avec les organisations de la société civile, parce que ce sont ces organisations qui s'assurent que ce qui a été décidé comme politique ou bien ce qui a été trouvé comme recherche, qui peuvent assurer vraiment la veille. Donc, ce partenariat est essentiel. Et notre organisation New Faces, New Voices, grâce à Machel Trust, par exemple, dans les pays où nous trouvons, s'assure à participer aux réunions des organismes qui encadrent les structures de financement dans nos pays, la Banque centrale, les organismes de régulation, pour nous assurer que la problématique genre est bien prise en compte ou est même entendue, quoi. Donc, les partenariats essentiels entre les instituts de recherche, les organisations de la société civile, les organismes internationaux qui peuvent mieux sensibiliser ces institutions, et puis même les secteurs privés et tech qui pourraient amener des solutions innovantes qui permettent de faire que la tâche ne soit pas très lourde. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. Oui, je pense qu'il y a Edwige qui veut Oui, apporter une contribution, oui. Oui, je voulais très, très rapidement compléter parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et si je me réfère au secteur financier, on regarde aussi l'importance de renouveler les systèmes, les core banking systems, donc les systèmes informatiques de gestion. Pourquoi, par exemple, au niveau des ouvertures de comptes, il y a hommes, femmes, personnes morales. Homme-femme, c'est facile, donner des agrégés par sexe. Mais personne morale, si on n'a pas intégré dès l'ouverture de compte la majorité des actionnaires, est-ce que ce sont plutôt des hommes ou des femmes? Ce genre de données, est-ce que le dirigeant, c'est un homme ou une femme? Ça devient très difficile a posteriori, après, de faire des extractions de données et de bien comprendre l'évolution de son portefeuille. Donc, ça demande des fois aussi des revues de processus entiers même qui sont déjà bien établis et ça demande là aussi des investissements, du temps passé pour ne pas avoir à tout reconstruire manuellement après et finalement avoir des données très approximatives. Merci Edwige pour cette contribution et donc c'est une belle transition peut-être pour aller à la fin de ce webinaire. Mais déjà, merci infiniment à Awa et Gisèle pour ces contributions pertinentes. Grâce donc à vos éclairages, nous avons mieux compris comment les institutions financières ou encore les acteurs politiques peuvent intégrer une approche sensible aux genre, mais aussi combien les données ventilées par sexe sont essentielles pour transformer les intentions en actions concrètes. Donc, ce que nous retenons de vos interventions, c'est en l'occurrence l'importance de renforcer les capacités des acteurs dans la collecte, dans l'interprétation et même dans l'usage des données genrées. Un autre point aussi qui est revenu, c'est le rôle essentiel donc de la société civile pour faire entendre les besoins des femmes sur la scène politique et réglementaire et également faire la veille sur la prise en charge effective ou encore la prise en compte effective du genre sur ces aspects réglementaires. Le renforcement des capacités, nous en avons déjà parlé, mais également le renforcement des infrastructures de collecte. Donc, ce qui pourrait contribuer effectivement à crédibiliser ce qui ressort dans l'analyse, dans le traitement et la distribution des données qui auraient été collectées. La mise en place d'un cadre de suivi, la mise à jour régulière de ces données genrées collectées et également, Gisèle l'a si bien mentionné, la mise en place d'un standard de désagrégation des données. Et enfin, les nombreuses opportunités de plaidoyer donc, avec l'aide de la société civile, les opportunités de recherche collaborative, de partenariat, donc pour faire avancer l'inclusion financière avec et pour les femmes. Et voilà qui nous amène à la fin de ce webinaire. Nous espérons
que tous les points ont été abordés. Et donc, grand merci à nos deux panels exceptionnels, à Tariro pour la présentation de FinEquity Africa et bien sûr à vous toutes et tous pour votre présence active. Et donc, je pense que Tariro a un pôle à faire passer. Tariro. Do you want to project something? No, Okay. sorry, Ariane. Okay. Thank you. Thank Yeah. you. Mhm. Thank you very much. I think this has been a great webinar. We have a few minutes left, and we wanted to find out which country the participants that we have left are coming from. So, Sarah, if you can come in, and then we can interact with the participants that are still in the webinar. Yes. Just a second. Donc, nous vous prions de bien vouloir scanner ce code QR ou alors aller à l'adresse slido.com avec le numéro ci-dessous. Donc, pour nous communiquer le pays d'où vous nous suivez en ce moment. Le Sénégal est bien présent et le fait savoir. D'autres participants, d'où est-ce que vous nous suivez? Ah, le Canada. Nous avons Toussaint du Burkina Faso dans les commentaires. Les États-Unis. Quel autre pays? Le Royaume-Uni également est présent. La RDC est avec nous. Nous sommes ravis aussi de vous avoir à RDC. Bon, alors, bien que n'apparent pas, je peux confirmer que la Côte d'Ivoire est présente. Le Cameroun Le Togo aussi. également est... Comment? Je dis le Cameroun aussi. Tout à fait. Rien ne peut se faire sans le continent. Donc, le Cameroun est bien présent. Le Togo également dans les commentaires. Le Niger est là, la France. Alors, je pense que dans la mesure où nous voyons gaillardement le Sénégal, ça veut dire que la plupart de nos participants sont du Sénégal. Donc, je pense que jusqu'ici, nous avons fait un peu le tour. Tarigo, do you want me to wrap up? Yes, please. Thank you, Ariane. Please wrap up. Thank you. Donc, nous renouvelons encore nos remerciements à toutes les participantes, à tous les participants, vos contributions, également à toutes nos intervenantes, qui ont rehaussé quand même le niveau de ce webinaire, donc en matière d'expérience, en matière de contenu, en matière de partage.
Et donc, comme nous l'avons tantôt dit à l'entame de ce webinaire, toutes les ressources nécessaires vous seront partagées. Donc, vous aurez l'enregistrement de ce webinaire, donc il vous sera partagé par email. Et donc, sur ces mots, merci encore à toutes et à tous et bonne suite de journée. Et merci à toi, Merci, Ariane, pour la Ariane. modération. Merci Au pour revoir. cette excellente modération. Merci. Au revoir. Au revoir.